Je vais vous résumer ce livre. Libérez-vous des fringales, un programme 100% naturel pour en finir avec les problèmes de poids et les sautes d'humeur. Nous allons voir la table des matières. On va d'abord parler de la chimie cérébrale, des différentes hormones qui interviennent dans notre équilibre fin par rapport à tous ces mécanismes concernant notre appétit et nos envies de manger. On va insister sur les régimes, le ravage des régimes et comment s'en passer. Une partie abordera plus spécifiquement notre rapport au sucre et aux glucides, avec entre autres la relation entre le sucre et le stress. Une partie concernant la thyroïde, une autre sur les allergies, potentiellement les troubles hormonaux, les problématiques de levure et l'importance des bonnes graisses. Et le livre terminera par les compléments alimentaires potentiels et les meilleurs aliments pour nous. Édition de 2011, 384 pages, écrit par Julia Ross, qui est pionnière dans la psychologie nutritionnelle, spécialiste de l'addiction. Elle traite chaque année dans sa clinique californienne des centaines de patients pour des dépendances alimentaires. En introduction, on nous parle de 8 étapes pour en finir avec les problèmes de poids. Avant tout, ce livre n'est pas un livre de régime. Il ne parlera pas de calories. Il ne vous dira pas d'être à l'écoute de votre appétit. Parce que l'on sait que si vous pouviez faire, vous l'auriez fait depuis longtemps. Et ce livre ne nous dira pas de nous prendre en main, parce que l'on sait que notre comportement alimentaire n'est pas le résultat de notre paresse, de gloutonnerie, pas plus que notre manque de volonté ou de discipline. Nous sommes de plus en plus nombreux à comprendre que les régimes ne sont pas la solution, ils sont le problème. Et d'ailleurs, dans cette première partie de résumé, on va se concentrer plutôt sur cette problématique des régimes. Et c'est en cherchant à aider les toxicomanes et les alcooliques que l'auteur a découvert une alternative. En 1988, elle a ouvert sa clinique avec des nutritionnistes et des psychothérapeutes. C'est là où ils ont constaté qu'un cerveau qui avait toutes les substances nécessaires à sa disposition n'avait pas besoin de se shooter au sucre ni avec quoi que ce soit d'autre. Alors voici les 8 étapes. Premièrement, combattre les perturbations de la chimie du cerveau. Deuxièmement, en finir avec les régimes basses calories. En 3, stabiliser les oscillations du sucre sanguin. En 4, voir à revitaliser une thyroïde ralentie. En 5, venir à bout des dépendances aux aliments auxquels on est allergique. En 6, réparer les dégâts hormonaux. En 7, enrayer la prolifération des levures dans l'intestin. Et en 8, remédier aux déficiences en acides gras essentiels. Chapitre 1, on va tester quelles peuvent être les causes de nos fringales. Dans ce chapitre, on aura différents tests pour chacune des 8 étapes. Et à chaque fois, on aura le même déroulement. En fonction des résultats du test, on devra lire le chapitre lié aux symptômes, puis mettre au point le programme. Puis on sera invité à prendre un certain nombre de compléments pour stabiliser les choses. Après, nous aurons les aliments recommandés et ceux à éviter. Et enfin, nous aurons les autres méthodes de soutien. Dans tous les cas, la première semaine sera dite une semaine de détox. Chapitre 2, un problème de chimie cérébrale. On rappelle ici que ce n'est pas une question de volonté. Souvent, on aura envie de manger pour compenser. On aura des envies de manger pour combler des carences de substances qui nous permettraient de nous sentir plus équilibrés au niveau émotionnel. Et le message qu'il faudra entendre, c'est « trouve-moi quelque chose pour pallier à cette carence ». Du sucre, de l'alcool, peu importe. Un petit tour côté physiologie avec les 4 filtres de bonne humeur. Premièrement, les catécholamines avec la dopamine, l'adrénaline, la noradrénaline. Toutes ces substances qui donnent de l'énergie et qui permettent de se concentrer. Nous avons la famille des GABA qui est un sédatif naturel. Puis les endorphines plutôt dans les analgésiques naturels. Et enfin la sérotonine, que l'on pourrait classer comme antidépresseur naturel. En tout cas, une carence dans ces produits pourrait nous inciter à manger beaucoup plus, pour combler justement ce qui nous manque. On rappelle ici que les aliments riches en protéines, tels que les poissons, les œufs, le poulet, contiennent les 22 acides aminés essentiels. On nous parle d'une étude de 1997, qui durant 2 ans a étudié 2 groupes de personnes, dont la moitié sur le premier groupe, avec environ 120 personnes, a eu une supplémentation en acides aminés. Les 2 groupes ont suivi une cure de jeûne médicalisée en introduction et on a pu constater sur le groupe 1 un surpoids divisé par 2, moins de fringales chez 70% des femmes et 63% des hommes, et seulement 15% du poids perdu repris contre 41% pour le groupe contrôle. Et on souligne ici quelques faits qui peuvent apporter des carences en neurotransmetteurs, par exemple le stress prolongé qui va épuiser les réserves naturelles de calmants, de stimulants, d'antidouleurs et d'antidépresseurs, et comprendre aussi que nos productions naturelles peuvent être inhibées par la consommation régulière d'aliments de substitution
tels que les sucres, farines, alcool, médicaments, tout simplement par saturation des récepteurs. Ces produits de substitution vont se fixer sur nos récepteurs, prenant la place de nos neurotransmetteurs naturels et entraînant une diminution de leur production. Et enfin, on peut aussi avoir les déficits alimentaires en protéines ou en gras. Alors voici l'exemple des tests que l'on aura pour chaque chapitre principal. Donc ici, concernant les déséquilibres de la chimie de notre cerveau, on va avoir un questionnaire comme ça, auquel on va pouvoir additionner les points correspondants en fonction des réponses. Et en fonction du résultat, on sera invité à aller dans différents chapitres de manière à suivre différents conseils. Chapitre 3, étape 1, remettre le cerveau en état. Nous sommes donc ici dans le premier cas où nous aurions des déficiences en neurotransmetteurs. Et voici un extrait du tableau pour pouvoir affiner le type de manque en acides aminés, où on pourra aborder quel type de symptômes, quelles sont mes tendances au niveau fringal, les acides aminés correspondants, et enfin le neurotransmetteur correspondant ou le carburant correspondant. Ici on est plus sur une problématique de manque de carburant, les sucres, pour avoir un fonctionnement mental stable, alors que sur le deuxième exemple, sur les douleurs morales, on sera plus en manque d'endorphines. Et nous avons comme ça dans ce tableau la partie 3 sur les dépressions et obsessions qui va concerner la sérotonine, l'anxiété qui va concerner le GABA, et la fatigue, la dopamine. Puis nous aurons les conseils. Premièrement, pour se libérer des glucodrogues, on pourra se tourner vers la L-glutamine, qui est l'acide aminé le plus abondant de notre corps. Deuxièmement, pour en finir avec les aliments réconfortants, il faut savoir que les aliments adorés sont souvent 1000 fois plus forts que l'héroïne. Là, on pourra se tourner vers la déphénylalanine, dit autrement DPA, un peu plus facile à prononcer. Troisièmement, pour remonter son moral et un manque potentiel de sérotonine, on pourra probablement manquer de son précurseur qui est le tryptophane. Et c'est là où on commence à mettre en garde pour les régimes amaigrissants, car en général, nos apports vont souvent nous faire manquer de tryptophane. En soulignant qu'il y a aussi des antagonistes comme le café, les aliments protéinés, il faut donc écarter la prise de ces antagonistes par rapport à ces supplémentations. Mais bien sûr, on a aussi l'alimentation qui contient du tryptophane avec les différentes graines de courge, de sésame, etc. Les amandes, le porc, le bœuf, les crevettes, le poulet, le tofu, les bananes, les algues, etc. Toujours dans cette partie, pour se remonter le moral, on parle aussi du millepertuis. On nous indique aussi de bouger. Au passage, les muscles absorbent une partie des antagonistes. Et aussi, un conseil pas des moins importants, s'exposer à la lumière, surtout en fin d'été où la baisse globale de la lumière entraîne une baisse automatique de la sérotonine. On nous dit de nous exposer à minimum 2000 lux, sachant que dans la journée en plein soleil, on est autour des 10 000 lux. Puis pour devenir moins anxieux, on nous parle du GABA, notre calmant naturel, en détaillant un peu le rôle de la glycine et de la taurine qui aident à détendre nos muscles. Puis enfin, pour vaincre la fatigue, on pourra se tourner vers les catécholamines, sans oublier qu'il y a un précurseur très important, la L-tyrosine, que l'on peut prendre là aussi en complément. Puis après, on arrive à un tableau qui va résumer un peu tous ces compléments alimentaires. Ici, j'en ai mis un extrait. Et on aura donc des indications, des parties à prendre au lever, au petit déjeuner, en milieu de matinée, etc. Bien sûr, on insiste pour dire qu'il y a des acides aminés dans l'alimentation. L'auteur nous dit qu'il faut 20 grammes minimum de protéines à chaque repas pour pouvoir arrêter les compléments en 3 à 12 mois. On verra que dans le programme, le but bien sûr n'est pas de prendre ces compléments au long cours. Mais on peut aussi tester ces niveaux d'acides aminés avec des examens sanguins classiques à faire avant complémentation et puis 3 mois après par exemple. Alors voilà le plan d'action résumé. On étudie d'abord nos symptômes. On peut essayer après les compléments d'acides aminés qui correspondent à nos symptômes. Et penser à manger suffisamment de protéines. Si les symptômes de carence en sérotonine persistent, on peut essayer la luminothérapie. Bouger. Pour ma part, ça c'est quelque chose à mettre dès le début, voire toujours. Ça reste un sujet très important pour notre santé globale. Et bien sûr, on termine par un arrêt programmé des compléments alimentaires, en mettant en place aussi tout un tas de choses sur notre hygiène de vie au global. Chapitre 4, les ravages des régimes. L'auteur nous dit qu'en fait, un régime restrictif est équivalent à de la malnutrition permanente sans perte de poids durable. Alors voici quelques conséquences des régimes sur la santé. Ils peuvent entraîner des calculs biliaires, qui peuvent aller jusqu'à requérir l'ablation de la vésicule biliaire. Ils peuvent entraîner un risque accru de diabète, une libido affaiblie, un déclin intellectuel,
avec un QI en baisse, des pertes de mémoire, un manque de concentration. Les pilules amaigrissantes peuvent entraîner des attaques cérébrales. Et enfin, à travers des études, on a constaté des réductions de l'espérance de vie. L'avis des experts en nutrition est unanime. La malbouffe entraîne des calories vides, entraîne du surpoids. Ils ont constaté aussi que les femmes occidentales ne mangent pas assez. On doit noter ici que plus nous mangeons, plus nous brûlons vite nos calories, à moins d'avoir un problème de thyroïde. Et bien sûr, on insiste pour dire que les aliments industriels et préparés ont une très faible valeur nutritive. Nous avons tous besoin de vrais aliments, de calories pleines, riches en nutriments. Alors arrêtons de compter les calories et de compter les graisses. Un point de vue intéressant, la malnutrition est un héritage des années 1960. À ce moment-là, on n'avait plus à craindre les problèmes de malnutrition extrême qui pouvaient entraîner le beriberi, la peulagre, le scorbut. Et bien maintenant, on constate que le scorbut réapparaît. Mais alors, quel est le poids idéal ? On insiste pour dire que c'est fonction de son programme génétique. Donc il n'y a pas un standard de beauté pour tous. Et quand on dit beauté, tout est relatif. C'est aussi lié bien sûr aux images que l'on nous met en tête sur différents supports. Alors comment les régimes nous abîment ? On va parler régime et métabolisme. La plupart des régimes ne contiennent pas assez de protéines et de calories pour permettre au corps de conserver ses muscles. Et dès que l'on remange à notre faim, le corps s'empresse de reconstituer nos réserves de gras en prévision des famines ou des régimes à venir. A noter que les régimes créent la dépendance, car les fringales ne s'arrêtent que rarement une fois qu'on a repris le poids perdu. Puis on parle de régime et d'épuisement des surrénales. Un régime entraîne quasi systématiquement un ralentissement du métabolisme. Et des régimes à répétition peuvent épuiser les glandes surrénales, sentinelles de notre santé vis-à-vis du stress. Et il faut savoir qu'elles aident la thyroïde à réguler notre poids. Pour ça, je vous renvoie à ma dernière vidéo sur la thyroïde pour comprendre un peu mieux comment cela fonctionne. Et tout ce qui nous menace stimule les surrénales et peut à terme les épuiser. On a deux grands facteurs, la faim avec le fait de ne pas assez manger ou de jeûner, et les sucres raffinés et les féculents. Puis nous parlons des risques des régimes pauvres en gras. Eh bien cela peut causer des carences majeures, entraînant des surconsommations de sucre, potentiellement des problèmes de diabète et de dépendance diverses. Donc ne pas éviter les produits gras, car en vilipendant le gras, on a oublié à quel point il est essentiel pour notre santé. Une étude de Harvard sur 40 000 infirmières a montré que les 20% qui mangeaient le moins de gras avaient la plus forte incidence de cancer. On insiste pour dire que la vitamine A et E sont essentielles, et elles sont principalement présentes dans les aliments gras. Et on notera aussi que la carence en gras provoque des envies de gras, que l'on pourra parfois compenser avec d'autres cochonneries. Puis on parle de carence en protéines. Alors souvent manger peu de gras entraîne absorber peu de protéines. Et pourtant, les bonnes sources de protéines ne génèrent pas de fringales. Et on notera que les carences en protéines provoquent aussi des pannes de cerveau. Nous avons le cas des régimes riches en glucides, qui va entraîner des dépendances alimentaires et du diabète potentiellement. Au final, ce sont surtout les régimes pauvres en graisse qui vont entraîner des régimes riches en pâtes, en riz et en pain. Elle nous parle du docteur Forest-Nant qui a montré le parallèle entre les effets des sucres raffinés et l'alcool, voire la cocaïne. Quand on suit un régime pauvre en gras, on court les mêmes risques que ceux qui mangent trop de gras et on cumule le risque d'avoir un diabète de type 2. On note aussi qu'une consommation régulière de sucre fatigue le pancréas, glande indispensable dans la gestion de la glycémie sanguine. Enfin, on note que la digestion et l'assimilation des sucres diminuent nos réserves minérales, dont le chrome, sachant que celui-ci nous protège aussi des fringales. Deux mots sur les édulcorants de synthèse, ils sont bien sûr à fuir, car ils peuvent entraîner potentiellement la perturbation des règles, des gains de poids, des migraines, des dépressions sévères, des insomnies, des crises d'angoisse, etc. Chapitre 5, étape 2, guérir des régimes. Là, on va tout simplement être invité à se défaire de la mentalité régime. Bien sûr, on continue de parler des régimes restrictifs. On nous rappelle que les réserves de graisse sont utiles, sauf au niveau de l'abdomen. Et on nous invite d'arrêter de nous peser. On peut aussi nous référer au corps de nos ascendants. On peut mettre en doute les messages familiaux à propos du poids et de la nourriture. Tout un programme et c'est pas le plus simple. Et enfin, d'arrêter les magazines de mode. On nous parle de quelques faits essentiels, que les femmes âgées les plus minces ont 50% de mortalité supérieure, et des études montrent que les pertes de poids entraînent une réduction de l'espérance de vie. Mais par contre, il convient de rester actif, bien sûr. On nous invite à écouter notre corps. Si nous avons des envies régulières de café, de soda ou de chocolat, c'est un signal envoyé par notre corps. On sera invité à faire des corrections nutritionnelles. Puis nous avons les 8 commandements anti-régime. Déjà, ne pas sauter de repas.
En 2, prendre un petit déjeuner solide. En 3, manger suffisamment. En 4, commencer les repas par beaucoup de protéines. En 5, légumes verts sans modération. En encas, plutôt des fruits ou des légumes avec des protéines plutôt que des sucres ou des féculents. En 7, assurer du bon gras à chaque repas. Et en 8, arrêter de compter les calories. Mon petite remarque personnelle, parmi ces 8 points, il y a des choses que l'on peut questionner, et en tout cas, cela va dépendre à qui s'adresse ce genre de conseil. Donc la plupart des points peuvent rentrer dans le cadre de tout le monde, mais certains, ça va dépendre de chacun. Puis nous arrivons à nouveau au plan d'action, donc ça sera le résumé de tout ce qu'on a vu. Ce à quoi elle rajoute un conseil important, tenez un carnet de bord. On pourra y noter nos émotions, quelle alimentation, comment on se sent, est-ce qu'on est en forme, a-t-on de l'énergie, a-t-on des fringales. Il me paraît assez essentiel de noter notre cheminement et on pourra faire nos essais, typiquement un petit déjeuner solide ou pas, ne pas en prendre, etc. Bref, noter comment on se sent en faisant des essais sur quelques jours, quelques semaines. Donc je m'arrête ici pour cette première partie, on a terminé le chapitre 5. Mes conclusions personnelles pour cette partie, je trouve intéressant cette vision d'une addictologue par rapport à notre alimentation et nos fringales. On voit bien d'ores et déjà que l'on retrouve des constantes par rapport aux autres conseils. Pas de produits industriels préparés, s'éloigner le plus possible des sucres, donc toutes les formes de sucre, y compris les féculents. Le livre aborde un peu quand même la physiologie et on comprendra un peu mieux les éléments essentiels à notre bon fonctionnement, cette notion de précurseur et d'inhibiteur. Mais avant tout, on a bien compris, laissons tomber les régimes. Il n'y en a aucun qui soit utile sur le long cours. Tous les régimes restrictifs sont à éviter, qu'ils soient hyperprotéinés ou en diminuant le gras, etc. Le livre propose des tests sur différents sujets et pour le coup c'est intéressant, ça va nous aider à comprendre un peu mieux notre fonctionnement. Et les compléments alimentaires, pourquoi pas, surtout qu'on parle d'un sevrage sur 3 à 12 mois, car bien évidemment il ne s'agit pas de vivre avec une supplémentation à vie, ça ne remplace pas nos comportements de tous les jours. Et oui, encore une fois, on nous dit de réhabiliter les bonnes sources de graisse et elles sont nombreuses. Alors bien sûr, c'est un livre pour le plus grand nombre, donc je remarque qu'il manque des adaptations individuelles. Et dans ces 5 premiers chapitres, on n'en parle même pas, puisqu'en gros, on nous dit 3 repas par jour pour tout le monde. Et bien hélas, c'est pas si simple, ça dépend de pas mal de choses et ça dépendra de chacun. D'où l'intérêt de se faire accompagner pour améliorer la compréhension. En tout cas, les éléments abordés sont intéressants pour notre approche globale. Voilà pour le résumé de cette première partie.